à tous, c'est jeudi, c'est donc Mondesa, ravi de vous retrouver d'ailleurs, au milieu tout de même des aléas de l'actualité. Et côté culture, puisque c'est de ça dont il est question dans Mondesa, ça y est, depuis quelques jours, et pour enfin se faire entendre, le monde de la culture est passé à la vitesse supérieure. Quelle vitesse, on va essayer de le voir dans cette émission. En tout cas, à l'image de leurs collègues français, les artistes de la scène francophone ont investi un théâtre à Bruxelles, le Théâtre National, pour l'occuper jour et nuit. Au programme des assemblées, des débats, des tables rondes, même des concerts, et tout simplement peut-être aussi le fait d'être ensemble, ça faisait longtemps, être ensemble dans des conditions sanitaires strictes qui pour l'instant semblent plus ou moins respectées, mais jusqu'à quand pourront-ils tenir, ces artistes, et comment faire pour que leurs revendications soient entendues en dehors, évidemment, des murs du Théâtre National? Doit-on étendre, par exemple, l'occupation vers d'autres lieux? Doit-on la dédier à d'autres secteurs mal en point, au risque peut-être de disperser leur message? On va parler de tout ça dans cette émission. Sur ce plateau, Martine Weikart, tout d'abord. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Vous êtes, pour vous situer, fondatrice de la Balsamine. Vous êtes artiste associée à la Balsamine, c'est ça? Vous êtes Madame Balsamine, quelque part, non? Un peu, oui. Un petit peu, et vous êtes attentive à tout ce qui se passe évidemment dans le milieu du théâtre. En face de vous, Denis Lojol. Bonsoir Denis, vous êtes en ce moment au Théâtre National, vous avez fait un petit détour chez nous pour l'émission, vous êtes metteur en scène et vous faites partie des occupants, c'est bien ça? J'ai pris une douche pour l'occasion. Oui, donc il y a des douches, on a accès aux douches. J'ai accès aux douches chez moi, oui. Mais d'accord, vous avez fait un petit détour. Ça alors reste une occupation. Merci d'être là. En face de vous, Nicolas Dubois. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes vraiment alors là tout le temps au National, puisque vous êtes directeur associé, c'est ça? Directeur général délégué. Oui. Directeur général délégué du National, et donc vous avez ouvert les portes du théâtre aux occupants, Oui, sans problème, sans résistance? Sans résistance, absolument, oui. Ni résistance d'un côté ni de l'autre. On est tout à fait solidaire de la démarche et du secteur culturel dans son ensemble. On va parler de tout ça, des conditions dans lesquelles ça se passe. En face de vous, Émilienne Tempels. Bonsoir Émilienne. Bonsoir. Comédienne, on a pu vous voir sur différentes scènes, et là, vous occupez un petit peu la scène, le plateau central, on va dire, du National également, puisque vous faites partie aussi des occupants. Oui, tout à fait. Et vous participez aux différentes assemblées, aux différentes tables rondes. Je fais tout ce que je peux pour essayer d'être là. Après, on ne peut pas être partout, et comme ça grouille, en plus d'activités, de débats, etc., c'est passionnant, mais donc on ne peut pas être partout. Non. Quoi. C'est vrai que ça n'arrête pas, ça fait une semaine, puisque c'était presque une semaine, puisque c'était vendredi dernier. Je vais commencer par un tout petit texte que vous aviez écrit, je trouvais ça assez joli. Vous avez écrit « Nous occupons le Théâtre National parce qu'à défaut de recevoir les aides adéquates, à défaut d'être considérés, mentionnés par les experts, à défaut que les salles réouvrent, nous nous rendons visibles pour ne pas remplir les couloirs des asiles psychiatriques ou pire. Nous occupons le Théâtre National pour faire de la poésie, pour vivre maintenant. » C'est à ce point-là, Émilienne? Oui, en fait, c'est terrible. Quelle est la dernière fois où on a entendu le mot culture de la part de la bouche du Codeco? Ça fait très longtemps. Je sais pas, c'est sorti 2-3 fois, peut-être par accident, on ne sait pas. Mais oui. C'est ça, donc on est complètement hors du radar. On a l'impression qu'on n'existe pas. Voilà, à un moment donné, on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir enfin retrouver une activité professionnelle. Ça fait mal, ça, Martine, quand on entend des mots culture non essentielle, théâtre non essentiel, trop léger, etc. Vous vous sentez blessé? Certainement. Blessé, certainement, mais au-delà de ça, il y a des questions fondamentales qui se posent. Quels sont les choix qui sont opérés par rapport à ce qui advient, qui est réel? Moi, ce qui m'effraie, c'est que, avec une espèce de cynisme consommé, il y a un détricotage systématique de tout ce que j'appelle les lieux qui sont ouverts et propices au lien social. Donc pas seulement les théâtres, en fait. Il faut parler des bistrots, il faut parler des salles de concert, il faut parler des restos. La métaphysique et la culture sont des choses qui se traitent au coin d'une table, depuis l'âge des cavernes, comme en bordure d'une scène. Et donc, je me refuse à croire que tout ceci est circonstanciel. Vous voulez il y a dire un choix très délibéré
Vous voulez dire qu'il y aurait un choix politique pour essayer de détricoter tout ça? Mais disons que l'occasion se présente de le faire et de mettre une société dans ses aspects les plus, je dirais, dialogants, les plus... L'homme qui débat, l'homme et la femme qui débat, de démonter ce système-là, parce que on constate depuis le début que les décisions qui ont été prises, et elles sont tout à fait folles et délirantes, fonctionnent dans la brutalité d'un coup par coup, pour assurer, vaille que vaille, des secteurs strictement économiques et financiers. Ouais, c'est toujours le fameux les magasins sont ouverts, mais les théâtres sont fermés, c'est ça? Bon, ça c'est une technique aussi pour diviser les gens. Bon, on connaît le slogan « diviser pour régner ». Je crois qu'il y a une vue, une hauteur de vue qui depuis de longs moments maintenant n'existe plus de la part du corps politique. Le corps politique, c'est quand même l'art du bien-être et l'art de la citoyenneté. Platon parle du mot art dans la politique. On en est évidemment très loin et qu'on est en train de se préparer une société où la solitude, le quant à soi, la peur, l'isolement, l'acculturation seront les bienvenus et que tout ce qui, depuis le début, fonde en fait le lien humain, l'invention, la civilisation, l'utopie, toutes ces choses-là sont destinées à disparaître et évidemment l'occasion se présente bien. Ouais. Alors, vous faites partie des personnes qui sont passées au national. Il y en a plusieurs depuis une semaine. Ça fait depuis vendredi dernier que tout s'est installé. Il y a eu 70 lieux en France. J'ai lu, il y en a un seul en Belgique. Mais bon, c'est déjà ça. Comment ça se passe pour l'instant, Denis Lejol? On invente des modes de fonctionnement petit à petit. Quand j'ai appelé Emilienne pour lui proposer de dire bon allez on y va, on fonce. Je lui ai dit on fonce et puis après on réfléchit. C'est une bonne méthode ça. Et je trouve que c'est une méthode pas trop mal parce qu'en réalité il y a des fédérations qui travaillent depuis très longtemps à des négociations avec le gouvernement pour les histoires de statut, pour des choses qui sont assez techniques et tout ça, qui travaillent dans l'ombre d'arrache-pied pour encore récemment et qui commencent à obtenir des résultats. Et puis mais c'est pour des opérations coup de poing comme ça, je crois qu'il y a un moment où il faut simplement mettre un tout petit peu de courage, parce que vous savez, on est dans des théâtres où les artistes ont peur des directeurs ou directrices de lieux, les directeurs et directrices de lieux ont peur de leur conseil d'administration, les conseils d'administration ont peur des politiques, je veux dire, c'est toute une chaîne de peur qui fait qu'en fait, on ne peut pas. Et je ne me jette pas la pierre parce que je suis le premier à avoir peur. Simplement, il y a un moment où si on n'allume pas la mèche à un endroit, ça ne Pourquoi se passe ça a mis tant de temps? Ça faisait quand même un petit temps que l'Odéon était occupé, que le théâtre de la Colline était occupé, et finalement, je crois qu'il y a 70 théâtres effectivement qui sont. On me répond toujours qu'en Belgique, on fait pas ça. Non, mais c'est vrai, ça fait 20 ans que je suis en Belgique, et voilà, et on m'a toujours dit, mais oui, mais t'es français, tu peux pas comprendre. Mais oui, mais bon, il y a un moment où il faut quand même. Et la preuve que c'est pas vrai. Ouais. Moi, le petit déclic, petit déclic pour allumer cette mèche, pour passer ce coup de fil à Emilienne, ça a été la tristesse en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je venais de terminer un bouquin qui s'appelle L'art de la joie d'ailleurs. C'est assez marrant parce qu'il y avait plein de choses qui coïncidaient comme ça, et j'ai des amis qui commencent à tomber sérieusement dans la dépression. Tout un tas de choses. Ce détricotage dont parlait Martine, cette tristesse qui est en train de gangréner, et on parle effectivement autant du café du coin que des théâtres, que des il y a quelque chose des ordinateurs. On va voir qui vous regroupez d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que donc vous avez été frappé à la porte du National, vous avez décidé peut-être que c'était le National, vous avez été étonné vous du côté du National avec Fabrice Murgia de cette demande, ou vous y attendiez? Il n'y a pas vraiment eu de demande, il y a eu une information qu'on a reçue vendredi matin. On arrive, ouvrez les portes. Vendredi midi en disant voilà, il y a une occupation qui se prépare au Théâtre National. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est panique à bord? Non, c'est pas panique à bord. La question de soutenir ou pas l'occupation, elle ne s'est même pas posée. Je veux dire que ce soit au niveau de la direction, au niveau du conseil d'administration. Votre CA, votre président était OK? Oui, mais complètement. Et on a été très vite évidemment en contact. Et la question ne s'est pas posée. La vraie question était pour nous, comment est-ce qu'on organise cette occupation pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions sanitaires possibles?
Comment est-ce qu'on peut garantir le travail qui a lieu actuellement dans nos salles? Parce qu'on a nos 3 salles sont en travail, on n'a pas arrêté de travailler. Et on répète, on prépare les créations qui seront montrées à Avignon, là, on l'espère en tout cas, pendant l'été. Les services administratifs fonctionnent en grande partie en télétravail, bien sûr. Mais bref, on a quand même du personnel qui travaille. Et donc, la question principale était celle-là. Comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses, et des occupantes et des occupants? Parce qu'on sait que si on ne met pas en place des mesures correctes et suffisantes, le mouvement il va être terminé très vite. Ouais, alors c'est quoi ces mesures? C'est par exemple pas plus de 20 personnes qui dorment? Exactement, oui. Du masque obligatoire? On a des réunions et des contacts extrêmement fréquents. Le port du masque est obligatoire, la distance sociale. On a mis évidemment à disposition l'ensemble des matériels de prévention, les gels, les pompes à gel, etc. C'est vraiment respecté tout ça? Parce que moi j'ai vu quelques plaintes quand même de personnes qui étaient passées. Alors vous savez, dans n'importe quel endroit où vous allez concentrer des personnes, il y aura toujours un qui aura envie de ne pas suivre nécessairement ce qui est recommandé. Mais là, on est extrêmement vigilant. On a engagé aussi des personnes pour être attentifs à cela. On est en parfaite collaboration avec les occupants et ils sont en train de s'organiser et de mettre en place des responsables. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, à partir d'aujourd'hui, on a organisé un groupe sanitaire qui va s'occuper en fait de rappeler systématiquement, etc. Parce que jusque-là, ça se faisait plutôt bien. Mais effectivement, en fait, il y a eu quelques photos qui ont fuité et il suffit qu'on voit une personne en fait sans masque et directement ah attention, les gens ne portent pas le masque, alors que c'est vraiment pas vrai. Globalement, la grande majorité, c'est très exceptionnel qu'il y ait des gens qui n'aient pas le masque. C'est pour rassurer aussi les gens d'extérieur qui peuvent se dire mais les artistes sont en train de faire n'importe quoi dans le théâtre national. Ça, c'est inaudible. Inaudible. Le mot « les artistes sont en train de faire n'importe quoi », non, mais c'est une expression. C'est quelque chose de... je sais bien, c'est pas vous qui dites ça, mais c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. S'il y a bien un endroit où, depuis le début, les consignes, les normes qui ont été mises en place dans les lieux de culture sont d'une rigueur absolue, parce qu'il faut quand même savoir, on prend souvent les artistes pour des gugus. Mais il faut quand même rappeler que faire un spectacle, c'est de la rigueur, c'est de la haute voltige, c'est de la préparation, c'est de l'organisation, c'est de la structure. On est structuré parce que pour que l'utopie jaillisse, il faut de la structure au départ. Ça, il faut peut-être qu'on se le rappelle. Donc, ça veut dire que, par priorité, les lieux de culture ont mis en place un système de protection, d'hygiène absolument délirant. Mais ça ne suffit pas visiblement pour le gouvernement. Ça ne suffit pas puisque vous ne pouvez pas ouvrir. Il faut que ça se sache. Alors, évidemment, nous, on est un peu comme des cons dans nos théâtres vides, surjavelisés, à répéter en rond, à mettre autant de clés sur porte en boîte dans des étagères, alors que dans le même temps, on voit des rues commerçantes, des artères commerçantes bondées, avec des gens qui se jettent au coude à coude pour acheter je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc là, il y a quelque chose... Sentiment d'injustice? Non, ce n'était pas un sentiment d'injustice. C'est un sentiment d'une aberration totale. De deux choses l'une. Si on arrête un mécanisme de contamination, ou bien on arrête tout, mais on arrête tout sérieusement, mais alors on bétonne les choses à mort pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est cohérent. C'est des pays plus totalitaires qui font ça, comme en Chine, non, etc. Non, ce ne sont pas des pays totalitaires qui font ça. Ce sont simplement... J'en appelle simplement à une cohérence et à une cohésion une cohérence dans les décisions et pas une espèce de réaction au coup par coup où il faut ménager la chèvre, ménager le chou. On sait bien que c'est tout un fonctionnement prédateur économique qui nous a conduit la gueule dans le mur avec cette pandémie. Ce n'est pas un hasard. C'est une tarte à la crème de le dire. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette tarte à la crème, bizarrement, personne n'en parle vraiment. On n'en parle pas. Mais c'est un fait évident. Il faut faire avec maintenant, évidemment, puisque c'est là. Oui, certes, il faut faire avec. Mais si, à la lumière de ce qui nous arrive, on constate que le corps politique
ne tire pas les leçons qu'il y a lieu de tirer et ne change en rien son comportement de prédation, je m'excuse, entre le premier et le deuxième confinement, tout le monde s'est dit, mon Dieu, ce personnel hospitalier qui est là comme de la chair à canon en première ligne, plus jamais ça. On va restructurer ce mécanisme. On constate qu'entre les deux contaminations, rien de neuf ne s'est passé. Les privatisations sont toujours à l'œuvre. On constate un bordel incroyable au niveau de la vaccination. Alors qu'on ne vienne pas nous chercher à nous des poux dans la tête quand une institution n'est même pas capable de mettre sur pied ce pourquoi elle a été mandatée. On va se recentrer un petit peu sur le théâtre. Nicolas Dubois, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais abonder dans le sens de la responsabilité et de l'ensemble des membres, j'ai envie de dire toujours des travailleuses et des travailleurs, parce que ce sont d'abord des travailleuses des travailleurs, ce ne sont pas des comiques, ce ne sont pas des chômeurs professionnels, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, souvent pour peu d'argent. D'ailleurs, il faut le dire. Et c'est encore bien pire, évidemment, aujourd'hui, quand il n'y a plus de travail. Mais aussi sur le fait que, effectivement, les théâtres ont investi des sommes très importantes en moyens financiers, mais aussi en moyens humains. On s'est préparé depuis la fin de la saison passée à pouvoir réouvrir. On a acheté du matériel, on a prévu des engagements pour des sommes qui peuvent être très importantes, évidemment, selon la taille du lieu. Et puis, tout ça se met en place. On ouvre 2 mois. On a 0 cluster. On a 0 infection. En tout cas, pas de retour prouvé. Et on nous referme. On va revenir sur ce qui se dit aussi en ce moment au Théâtre National. Il y a des groupes, Emilienne, il y a des groupes de travail, il y a des tables rondes, il y a des AG le soir qui discutent un petit peu, qui font le point et qui votent pour ce qui s'est dit dans ces groupes. De quoi on parle dans ces groupes de travail ? Alors, il y a des groupes de travail autour de la communication, par exemple. Donc, quels sont les moyens de communication qu'on utilise ? Facebook, boîte mail, etc. Voir qui va faire quoi, etc. Il y a un groupe de travail qui travaille sur les revendications, ça Denis pourra en parler. Il y a un groupe de travail logistique, donc de voir question bouffe, question matelas, question etc. Et puis, il y a d'autres groupes qui viennent également proposer des choses. Par exemple, aujourd'hui, il y avait Métal qui est un groupe d'étudiants, mais pas que, il y a aussi des jeunes diplômés, c'est une fédération. Et ben aujourd'hui, ils invitaient à une espèce de grosse table ronde de tous les étudiants des écoles artistiques. Donc ça devient une espèce de lieu où une espèce de bouillon de culture, quoi. C'est ça. Moi, je suis assez épaté par depuis 2 jours, parce que forcément, ça doit se chercher un mouvement comme ça. Le soir, on a des modes de fonctionnement qui sont un petit peu différents. Quand il y a une question épineuse qui est posée sur la table, par exemple, on prend 10 minutes et puis on fait des petits groupes. C'est quelque chose que j'apprends que je découvre comme par exemple, manière de question, fonctionner. Par exemple. Ce qui vient de nous tomber sur la tête avec les mesures du Codeco d'hier, par exemple, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à l'appel au public, par rapport à des choses publiques qui auraient pu se faire est-ce que les extérieurs, les fameux extérieurs de 50. Est-ce qu'on ne va pas plutôt faire un peu les choses, anticiper les choses et puis dire non, on va se solidifier, on va faire des groupes un peu plus restreints par rapport au national, il y aura moins de monde qui vont dormir. On ne veut surtout pas donner une image d'irresponsabilité. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut vite être débattu parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont dire non, on fait l'inverse, le débat va se déplacer sur les pros et les anti-masques, enfin on va partir dans tous les... Donc vous recentrez les discussions, c'est ça ? Voilà, et ces petits groupes de travail, ces petits groupes de discussion, en fait, au bout de 10 minutes, il y a un porte-parole qui vient dire moi j'ai dit ça. Moi j'ai entendu ça dans ce groupe. Ensuite il y a le deuxième groupe qui prend moi j'ai entendu ça dans ce groupe. Et en fait moi j'étais très dubitatif par rapport à ça. Je viens d'une génération qui s'est beaucoup moquée des petits gestes de nuit debout, vous savez, avec les mains comme ça. Voilà, avec les mains comme ça, on a beaucoup fait d'ironie là-dessus. Je suis arrivé, je faisais un peu oh non merde, c'est qu'un débat, c'est pas comme ça que ça se fait et tout. Et en fait, ça fonctionne. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Il y a un drôle d'apprentissage de la démocratie. On se coupe pas trop la parole. Et à la fin, des petits groupes comme ça, il y a une solution qui apparaît, qui est une espèce d'intelligence collective à l'œuvre et qui fait qu'en fait, au départ, j'étais persuadé qu'on n'arriverait jamais à dénouer ce truc-là, et à la fin, on arrive à une solution presque clé en main. C'est l'exercice de la démocratie. C'est quelque chose. Moi, ce que je voudrais ajouter, qui m'étonne très fort et vraiment avec lequel je suis ravie,
c'est tout le nombre de jeunes en fait qui sont là. Il y a énormément de jeunes. Et c'est pas anodin parce que je pense que parmi les gens les plus impactés, enfin je sais pas s'il faut faire des échelles de l'horreur, hein, mais c'est vraiment ils sont désespérés quoi. Il y a énormément d'étudiants dont les cours sont à moitié suspendus. Il y a des cours de théâtre par visioconférence, c'est assez inimaginable. Aberrant, ouais. Et aussi, c'est aussi les générations, climat, etc. Enfin, il y a tout ça où ils ont été muselés, en fait, complètement muselés. Et nous, ce qu'on observe, c'est vraiment qu'en fait, ils sont très outillés et ils sont très dans la recherche. Aussi peut-être parce que c'est la génération qui sait que ça va être la merde demain et que ça va être la merde au niveau climatique, au niveau... c'est les alors, questions... je vous prends au mot pour les jeunes, les plus anciens alors. Parce que moi, ce qui me frappe aussi, c'est un petit peu l'absence... Là, vous êtes directeur associé, Fabrice Murgia est complètement partant pour les soutenir, mais on sent une absence quand même des autres directeurs ou directrices de théâtre. Martine est ici, mais vous n'êtes plus directrice. Où sont-ils, les Michel Bogen, les Philippe Sireuil on les entend plus beaucoup en ce moment, non ? Écoutez, ça, je crois qu'il faut leur poser la question à eux. Mais votre avis là-dessus parce qu'on sent que c'est comme si c'était une génération, mais peut-être que... Non, mais je pense que, si je peux me permettre, chacun, je crois, essaie de se battre là où il est, avec sa vision aussi du monde et du combat qu'il a à mener, et de la manière dont il envisage son combat. Michel combat d'une manière différente de Philippe Sireuil, qui ne combat pas de la même manière. Ceci dit, tous ces gens sont quand même regroupés au sein de la FEAS. Et là, il y a un gros travail de fond qu'on mène depuis 1 an sur les négociations des fonds d'urgence, etc., la défense des statuts, etc. Est-ce que cette assemblée, cette occupation a des soutiens de toutes parts dans le milieu ? Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. En fait, on a eu énormément de personnes qui sont passées, de directeurs, directrices d'institutions, de compagnies, j'en ai vu, c'est vrai, qui ont dit, si vous venez nous occuper, welcome. Donc, d'accord. Donc c'est pas juste le national qui a ouvert ses portes. Oui, mais non. Je pense qu'il est possible qu'il y ait une traînée de poudre. Et a fortiori, si ça se passe comme ça se passe actuellement, c'est-à-dire que si on sait qu'on ne met pas les gens en danger, que l'outil reste à disposition des artistes et des techniciens qui y travaillent, cette occupation, au contraire, elle est appelée à se développer. D'accord, on pourrait donc imaginer il y a quelque chose de formidable justement dans le dialogue entre les générations. Pour une fois qu'on peut débattre tous ensemble, nous, on appelle régulièrement des gens de notre génération, de la génération précédente, etc., à venir, parce qu'on a pris des très mauvais réflexes, en fait. Sur Facebook, par exemple, moi, je reçois tous les soirs 10 ou 15 messages de gens qui disent « Faites attention à ci, faites attention à ça, faites attention... » Mais venez la porte est ouverte, la parole est libre. On a pris l'habitude d'envoyer des messages ou de voilà, et ça c'est des très mauvaises habitudes. Si les portes par exemple de la Balsamine s'ouvrent, mais depuis le début, Monica Gomez le dit à qui veut l'entendre. Il y a de l'espace, il y a une cuisine, il y a des matelas, du gaz et de l'eau à tous les étages. La Balsamine, elle est ravie si elle est occupée. Vous aviez accueilli des réfugiés à la Balsamine. Exact. Il y a des sans-papiers aussi qui sont pour l'instant au national. C'est un autre combat, ce sont des autres revendications. Est-ce que tout ça va bien ensemble ? Ça risque pas de disperser un petit peu votre message ? Ça se rejoint. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Quels sont les messages en premier, etc. Moi, je crois qu'il ne faut pas réfléchir non plus complètement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des luttes, et puis les luttes s'enrichissent aussi. Donc là, effectivement, il y a 10 personnes qui restent dormir, donc il y en a 20 tous les soirs, et dont 10 personnes de l'Union des sans-papiers pour la régularisation. Et donc, parmi les revendications des groupes de travail, il y a la régularisation des sans-papiers. Ça fait partie d'un des objectifs aussi de vos AG. Oui. Et dans la même idée de dialogue et de comment faire société et de comment refaire société ensemble, de l'accueil et de l'autre, etc., les discussions qu'on peut avoir avec eux et la façon dont les choses justement circulent entre le monde culturel qui n'est pas justement dans une espèce de piédestal hors de la société, mais en dialogue, nous, on fait ce travail-là pour être moins seul. Mais pas on fait ce travail-là pour communiquer, pour être avec les autres. Voilà. Et c'est logique que des gens qui souffrent comme les sans-papiers et qui... je raconte souvent l'histoire d'un... Il y a 2 jours, j'étais avec un gars qui a 50 ans, qui s'appelle Ahmed, et qui m'a raconté l'histoire de Coco Chanel, par exemple. Mais il connaît l'histoire de Coco Chanel sur le bout des doigts. Rien que pour ça, je suis content d'être là. Ça fera peut-être un futur spectacle, ça. Je suis content d'être là. S'il n'y a rien qui bouge, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, la semaine d'après, du côté de la direction du national Pour l'instant, on n'a pas mis de date de péremption à l'occupation. Donc, tant qu'elle a du sens, tant qu'on y trouvera
a tous une utilité et de nouveau qu'on peut continuer à créer cet espace de rencontre et de réflexion. Nous, on est, encore une fois, tout ce qu'on souhaite, on est plutôt d'ailleurs attentif aux mesures sanitaires pour permettre que le mouvement puisse être pérenne. Il y a des responsables politiques qui sont passés vous voir déjà ou pas? Oui, il y a plusieurs députés qui sont passés. De tout parti. Oui, plusieurs il y en a plusieurs qui annoncent leur venue aussi. Ils annoncent leur venue avec des photos peut-être, non? On verra. Vous continuez la lutte? Nous continuons la lutte. On a tout intérêt justement à continuer à concentrer encore nos forces dans la période qui s'annonce parce qu'il ne faut pas que le mouvement se délite comme ça avec les mesures. Voilà, toute l'idée, et c'est ce en quoi on a débattu en assemblée encore ce matin, c'était plutôt de penser à reconcentrer justement les forces et à rassembler pour que le jour où on a un petit peu plus de brides, franchement, on soit prêt et à l'attaque. Allez, merci à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. Ça passe vite, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on peut inviter les gens à aller au National à partir de 9h. Je crois que c'est ouvert. Encore une fois, là, je pense que pour l'instant, on va essayer de limiter l'appel au public puisque les mesures sont hyper rapides. Allez-y, Émilie. Je dois absolument parler d'une aide qui a été mise en place par l'UPACT et le cabinet d'Hermijn van den Broek et qui concerne justement les jeunes qui n'ont pas eu encore accès au statut. Allez-y. Donc l'aide du 15 juillet a été prolongée. Donc en fait, les jeunes qui peuvent prouver 20 jours de contrat ou 10 prestations sur la période de référence, attention c'est technique, du 13 mars 2019 au 30 juin 2021, auront un statut provisoire jusqu'au 30 juin 2021. Ça prolongeable en fonction de la grande pandémie. Pour cette info, bon courage à tous les artistes qui nous écoutent et tous les autres. Bonne continuation. Merci Martine aussi d'être passée chez nous. Merci. À bientôt. On se retrouve jeudi prochain pour un dernier Mont des Arts avant les vacances de Pâques. Bonsoir.